are going to talk about this topic. Is it a myth? Is it a reality? With a woman. She's an amazing woman. On l'a connue femme politique, ministre du droit des femmes. C'est une femme engagée. Elle a été ministre du droit des femmes. Elle a été la première femme ministre de l'Éducation nationale. On la retrouve aujourd'hui dans le secteur privé depuis 2 ans en tant que directrice générale des affaires publiques et internationales du groupe Ipsos, et on est curieux de découvrir le regard qu'elle porte, et ses études aussi, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Madame Najat Vallaud-Belkacem. Merci Léa. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être là et merci pour cette présentation élogieuse. C'est moins la femme engagée politiquement, comme vient de le rappeler Leïla, qui s'exprime devant vous aujourd'hui, quoique vous verrez qu'elle revient quand même toujours un petit peu, que la directrice générale en charge des affaires publiques internationales d'une grande société d'études, que je suis aujourd'hui depuis 2 ans et qui a eu la chance du coup de repérer, de mesurer à l'échelle du monde les phénomènes qui traversent nos sociétés, nos pays, nos marchés et les grandes mutations d'ailleurs, ce qui est quand même particulièrement précieux pour permettre aux décideurs que vous pouvez être, publics ou privés, de savoir y faire face, soit pour les empêcher, soit au contraire pour les accompagner. Donc c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui, sachant que dans les fonctions qui sont les miennes, je veille toujours à faire se rencontrer d'une certaine façon les chiffres, les faits, et en même temps les hommes, les femmes et leurs perceptions, parce que je suis persuadée que la réalité, elle est quelque part dans la rencontre entre ces deux-là. Et c'est pour ça que sur un sujet comme celui-là, intelligence artificielle, les faits et les réalités, je pense qu'il faut commencer par partir des perceptions des principaux concernés. Comment voient-ils les effets de l'intelligence artificielle sur leur emploi, sur le marché du travail? Et donc c'est le premier tableau que je voulais vous montrer cet après-midi, parce que je crois que ça explique beaucoup des ambitions, des attentes ou parfois des freins que peuvent avoir les citoyens. Donc vous voyez, une large majorité de gens qui travaillent déjà, qui ont déjà l'usage des outils d'intelligence artificielle, les considèrent comme des atouts. Entre 2/3 et 3/4 d'entre eux, qui les utilisent déjà, affirment que ces technologies ont eu un impact positif sur leur efficacité, sur leurs résultats, sur leur organisation de travail. L'IA serait donc une aubaine. Et en même temps, ces mêmes usagers sont plus nombreux que ceux qui n'ont jamais eu à utiliser donc l'intelligence artificielle, à vous dire qu'ils en perçoivent aussi les risques, et des risques à des égards innombrables. L'intelligence artificielle, au fond, quand on les pousse à creuser leurs réflexions, ils la voient davantage comme positive pour leur organisation, leur entreprise, que pour eux-mêmes, que pour leur propre situation professionnelle. Et ce qui ressort notamment de leurs inquiétudes, c'est évidemment la crainte que cette intelligence artificielle n'augmente la précarité de leur emploi, ne diminue leur pouvoir de négociation. Et puis, bien sûr, vous l'avez en tête, plus de 40% des personnes que nous sondons à travers le monde, car à chaque fois il s'agit d'études internationales, plus de 40% de ces personnes qui ont fait usage de l'intelligence artificielle au travail croient surtout qu'à moyen terme, cette IA pourrait exécuter la plupart des tâches et des fonctions qu'ils assument aujourd'hui, mettant en péril leur emploi. Au-delà des craintes liées à leur emploi, précisément, une majorité des travailleurs appréhendent aussi que l'intelligence artificielle ne vienne creuser les inégalités. Les inégalités, évidemment, notamment entre les gens formés, diplômés, dont on imagine que ce sont eux qui tireront le plus parti de cette intelligence artificielle, et les gens moins bien formés, dont on imagine qu'ils seront évidemment les premiers concernés par de nouvelles vagues de licenciements.
Est-ce que cette vision est réaliste? On y reviendra tout à l'heure. En revanche, ce qui m'a frappé, c'est que, je vous le disais, ce sont des études internationales, donc c'est toujours intéressant de comparer avec ce qui se passe en France en particulier. Et cette idée, cette inquiétude que l'intelligence artificielle vienne creuser les inégalités, elle est particulièrement forte en France. Vous voyez qu'on est tout en haut dans l'expression de cette angoisse. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à d'autres parties prenantes que les employés eux-mêmes, et notamment au pouvoir public. C'est assez intéressant. Voilà. C'est assez intéressant de regarder, alors là en l'occurrence il s'agit d'une étude qui nous vient d'outre-Manche, que nous avions réalisée, mais de regarder par exemple comment les responsables politiques, eux, voient l'intelligence artificielle et ses effets sur le marché du travail. Et c'est intéressant parce que tout de suite, on a un optimisme bien plus important que chez les premières parties prenantes que j'évoquais tout à l'heure. Regardez donc un petit peu, les 2/3 des MPs, membres du Parlement britanniques, les 2/3, ils voient un impact positif pour l'économie, et ça motive près de 90% d'entre eux à encourager les entreprises à poursuivre le déploiement massif d'outils d'intelligence artificielle. Cette attitude, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous la donner à voir? Parce que d'une certaine façon, elle place nos décideurs politiques un peu en porte-à-faux avec une majorité des citoyens et de leur perception à eux. Les citoyens sont par exemple 10% plus nombreux que leurs hommes politiques à penser que l'intelligence artificielle va réduire le nombre d'emplois disponibles. De la même façon, alors que, si vous vous souvenez bien du diapo précédent, on avait seulement 19% des décideurs politiques qui se prononçaient en faveur d'une taxation sur les robots, sur l'IA ou sur toute autre forme d'automatisation, eh bien, regardez du côté des citoyens, cette idée de taxation, 44% des citoyens y sont favorables, 44 contre 19. Donc je souligne ça parce qu'il y a un décalage de perception entre élus et citoyens qui pourrait bien s'avérer problématique s'il nourrit à nouveau le procès en ces élites déconnectées de la réalité. Mais venons-en au fait. Que savons-nous? Parce que là, on a parlé des perceptions. Parlons des faits, des chiffres et des études scientifiques. Que savons-nous réellement de l'impact que l'IA, l'intelligence artificielle, va avoir sur le marché du travail? D'abord, on sait qu'en surface, les bénéfices pour les entreprises semblent nets, parce qu'en facilitant l'automatisation de certaines tâches, en permettant la suppression de certains emplois, l'intelligence artificielle, bien entendu, va augmenter la productivité des activités de ces entreprises tout en diminuant leurs coûts. Et en prenant, disons, la moyenne de toutes les études qui se sont intéressées à plusieurs secteurs, on peut supposer qu'environ 30% des tâches dans 60% des métiers qui existent actuellement seront, dans les 10 prochaines années, remplacés par de l'automatisation. Donc les gains de productivité pour les entreprises apparaissent assez naturellement. À partir de ce constat, on peut dégager deux tendances distinctes. D'une part, certains métiers, certains emplois vont disparaître, donc, du fait du déploiement de l'intelligence artificielle. Mais d'autre part aussi, d'autres métiers verront leur productivité améliorée grâce à cette même IA, et donc seront valorisés. La première question qu'on peut se poser, évidemment, c'est quels sont ces emplois, ces métiers qui vont disparaître. On a tous une vague idée, on se doute bien que ceux qui consistent à effectuer des tâches répétitives seront les premiers à être externalisés vers des machines. Mais il faut bien avoir à l'esprit que ce qu'on entend par tâches répétitives, contrairement à ce qu'on croyait il n'y a pas si longtemps, ça n'est pas que des tâches physiques, manuelles, c'est aussi des tâches cognitives. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ça n'est pas simplement les métiers du transport ou de la manutention qui sont susceptibles de disparaître, c'est aussi les métiers de la finance, de la comptabilité, des ressources humaines, et on sait bien que
dans bien des endroits, d'ores et déjà, le premier tri des CV qui arrivent pour les candidatures est fait par des machines et pas par des humains. À l'inverse, paraissent protégés, voire valorisés par l'intelligence artificielle, les métiers qui nécessitent d'exécuter des tâches variables, de faire face à des situations imprévisibles, typiquement dans les métiers manuels, plombier. Les métiers qui exigent de la créativité, qui exigent une capacité d'exploration de l'inconnu, typiquement les arts, les sciences, la communication, le design. Et enfin, les métiers qui reposent sur les interactions humaines, typiquement les services à la personne ou la vente. Entre parenthèses, ces 3 critères que je viens d'évoquer nous disent quand même quelque chose de ce sur quoi les systèmes scolaires, dans tous les pays, devraient se concentrer. Le type de compétences que l'on devrait transmettre davantage à nos enfants. Mais je referme cette parenthèse. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur l'intelligence artificielle ? Qu'elle va réorganiser les entreprises et le marché du travail, de telle sorte que si les décideurs ne prennent pas leurs responsabilités, les inégalités qu'on connaît aujourd'hui vont continuer de se creuser, et de façon assez lourde. Qu'est-ce qui nous fait dire ça ? D'abord, le fait que l'intelligence artificielle se déploiera comme un bien qu'on appelle en économie un bien rival, mais non exclusif. Concrètement, ça veut dire que ceux qui sont à l'origine de l'intelligence artificielle, les plateformes Google, Amazon, Uber, etc., ces acteurs-là pourront eux-mêmes établir le prix supérieur au coût de production auquel ils vendront leur technologie, ce qui leur permettra évidemment de bénéficier en conséquence d'un surplus. Mais concrètement, vous voyez bien que l'intelligence artificielle pose donc un problème d'écart de distribution de revenus qu'il revient aux autorités de venir réduire. La deuxième raison d'une telle crainte d'un creusement des inégalités, c'est que l'intelligence artificielle fera perdre à bon nombre de travailleurs, on l'a vu, leur emploi, plus rapidement qu'ils n'en trouveront un autre, a fortiori si ces derniers ont besoin d'être formés à de nouveaux métiers, chose qui prend forcément du temps. Et donc l'IA pose un problème de chômage. Alors comment lutter contre ces problèmes ? Il y a bien sûr la régulation, pour ce que je disais tout à l'heure, des écarts de distribution des revenus, et ça dépend des États. Mais au-delà, maintenant que nous savons quelles sont les conséquences de l'IA à l'échelle d'une entreprise ou d'un marché du travail, que pouvons-nous faire, nous, les décideurs, y compris privés, si nous voulons être vertueux en la matière ? D'abord, je pense qu'il faut que nous ayons à l'esprit, comme les décideurs publics d'ailleurs, la spécificité de chaque pays. On a trop tendance, moi j'ai assisté à beaucoup d'événements dans lesquels on parlait d'IA, j'étais frappée de voir qu'on me parlait des situations nationales comme si c'était tout partout pareil, avec les mêmes conséquences, les mêmes conclusions. Il y a une spécificité culturelle à chaque pays. Celui dont je suis le plus capable de parler, c'est évidemment le mien, la France. Je vais vous dire, quand on regarde en France, la réaction, les angoisses à l'égard de l'IA sont très liées à notre culture, qui fait que chez nous, le travail a une fonction instituante majeure. Le licenciement ou le risque d'obsolescence sont vécus comme une destitution, un bannissement social. Et donc, il est fort à parier que l'IA va venir, dans un pays comme la France, brouiller encore davantage des repères du monde du travail qui avaient été déjà bien brouillés ces dernières années. Quand vous réfléchissez, tout ce qui nous permettait autrefois de conférer une valeur au travail, échelle des salaires, critères de réussite économique, etc., tout ça a été pas mal bouleversé ces dernières décennies, puisque, pour vous donner des exemples, un salarié faisant bien son travail peut désormais voir son emploi délocalisé, un manager qui gagne des parts de marché peut se voir demander de licencier des collaborateurs pour accroître la rentabilité, etc., etc. À cela, vous rajoutez, toujours en France, le regard que la société porte sur certains métiers, qui a aussi explosé, puisque certains métiers parfois, qui étaient autrefois considérés comme nobles, je pense aux médecins, je pense à l'enseignant,
aujourd'hui sont frappés par un processus vraiment de dévalorisation monétaire, sociale. Et enfin, pour reprendre cette perception qu'on a du travail en France, il y a un processus d'abstraction du travail, une distance entre ce qu'on fait et ce à quoi ça renvoie dans le réel. Vous avez énormément entendu parler de ce que certains appellent les bullshit jobs, etc. Tout ça est à prendre en considération pour penser les stratégies des acteurs qui interviennent dans les entreprises ou sur le marché du travail à l'aune de l'intelligence artificielle et de son déploiement. Donc prendre en compte ces représentations collectives. Deuxièmement, bien évidemment, la solution, elle se situe dans la formation. Dans la formation, dont vous pourriez vous dire, bon, la formation initiale, en tout cas, ce n'est pas mon sujet, c'est le sujet de l'État. Pas du tout, les entreprises aussi ont un rôle à jouer en matière de formation. Et en particulier, il me semble primordial que chaque entreprise confrontée à tout cela indique de façon continue et régulière aux responsables de formation, c'est-à-dire les pouvoirs publics, ses besoins en termes de compétences pour limiter le décrochage entre ce que proposent aujourd'hui les cursus de formation et ce que souhaite le marché du travail. Et d'ailleurs, j'avais un chiffre que j'avais retenu pour vous. Regardez, c'est assez intéressant, c'est aussi une étude qu'on a fait récemment. Ceux qui sont les étudiants d'aujourd'hui et donc les travailleurs, vos employés de demain, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils souhaiteraient vraiment que les employeurs soient plus impliqués dans leur formation parce qu'eux, ils ont conscience de cette nécessité d'être cohérents avec l'évolution du marché du travail. Autre chose que nous, acteurs du secteur privé, pouvons mieux faire, c'est identifier, anticiper, signaler en toute transparence à nos employés tous les paliers qui marquent la transition vers l'intelligence artificielle, pour que les principaux concernés, les employés, puissent se préparer, se prémunir contre des vagues de licenciements. Et enfin, bien entendu, faciliter la formation continue cette fois-ci, c'est-à-dire l'apprentissage tout au long de la vie en permettant aux employés d'accéder à des formations aux nouvelles technologies ou à de nouvelles compétences. Et là aussi, j'ai retenu une slide pour vous que j'ai trouvée intéressante. Regardez, les travailleurs français, la France se situe tout en bas du tableau, si vous regardez bien, considèrent que, honnêtement, leurs employeurs ne leur proposent pas beaucoup de formations, que ce soit aux nouvelles technologies ou à de nouvelles compétences, et ça, c'est un vrai problème. Et rappelons évidemment que ces formations continuent tout au long de la vie, ça doit d'abord profiter aux employés les moins diplômés et pas le contraire, puisque vous savez que c'est de cela qu'est fait aujourd'hui notre système, du contraire. Au-delà des raisons un peu de bon sens, il faut faire tout ça pour bien gérer son entreprise, bien gérer ses employés, donc tout ça semble aller de soi. Au-delà de tout ça, il y a, je crois, pour les décideurs du secteur privé, un impératif réel à prendre acte de cette exigence sociale de meilleure formation, de meilleur accompagnement, du déploiement de l'IA dans leurs entreprises. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là, et je veux attirer votre attention sur ce fait, que toutes nos études nous disent que les entreprises qui auraient recours à l'automatisation sans contrepartie sociale pour leurs employés seront de plus en plus jugées avec sévérité, vraiment avec sévérité, comme ne prenant pas en charge leurs responsabilités sociales. Et jugées par qui? Jugées par leurs consommateurs, par des consommateurs citoyens qui, on le voit monter dans les études, font petit à petit de ce sujet du déploiement de l'intelligence artificielle un sujet d'inquiétude quasi à la hauteur du changement climatique. Vous avez vu la tendance et ce qui s'est passé avec le sujet du changement climatique. On a fait une étude récente pour le World Economic Forum. À l'échelle du monde, c'est 1 personne sur 5 qui finit par dire qu'elle souhaite l'interdiction totale de l'intelligence artificielle. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train de monter et que finalement les décideurs privés qui ne prendront pas la mesure de ça, qui ne prépareront pas suffisamment cette arrivée de l'IA en protégeant le mieux possible et en rendant employables leurs employés, vont se retrouver potentiellement à devoir faire face, j'ai oublié de vous passer une slide, mais enfin vous avez compris, à devoir faire face à l'opprobre
publique, de l'opinion publique, potentiellement aussi à une régulation plus sévère du législateur, parce que qui dit opprobre de l'opinion publique, à un moment donné, ça se traduit aussi chez le législateur. Et donc voilà pour quelles raisons je crois qu'il faut vraiment agir, et pas seulement parce que finalement, même si les formations des employés peuvent coûter cher, ne pas les former, c'est encore pire, mais aussi parce que je pense que quand on est confronté à un défi comme celui-là, la seule chose à avoir à l'esprit et qui permette de s'en sortir, c'est que l'accroissement des inégalités dans la société, la vulnérabilisation d'un certain nombre de salariés finit toujours par se retourner contre l'entreprise elle-même, et qu'alors se fier à l'intérêt général, c'est sans doute le meilleur des réflexes. Je vous remercie. Merci.